prochain invité. Il est le chef du Parti conservateur du Québec. Pour parler un peu de sa plateforme, parce qu'ils avaient fait jaser d'ailleurs au cours de la dernière campagne avec des affiches qu'on disait très provocatrices, entre autres sur l'aide sociale. Justement, pour en parler avec lui de la nouvelle mesure de Mme Maltais. Voilà, M. Pouliot, Adrien Pouliot qui est joint à nous. Bienvenue au 103.5 Cool FM, M. Pouliot. Bon matin, vous deux. Est-ce qu'Agnès Maltais vous vole vos projets? Madame Maltais, en fait, je trouve ça un peu étrange, évidemment, un peu comme tout le monde, qu'elle va critiquer les réformes de l'assurance-emploi, alors qu'elle, par en arrière, elle va couper dans l'aide sociale. Puis, il y a vraiment une différence d'approche entre les deux. Hein. Le gouvernement fédéral conservateur, son approche, c'est de dire, d'abord, il y a toujours eu une obligation dans la loi sur l'assurance-emploi de rechercher un emploi. Hein? C'est pas des vacances, là. Donc, il y a une obligation de chercher un emploi convenable, là, à l'intérieur d'un délai raisonnable. Alors, ce que les conservateurs ont fait, c'est ils ont dit, écoutez, on va mieux préciser ce que ça veut dire de rechercher un emploi convenable. Alors, si vous êtes un prestataire fréquent, donc quelqu'un qui a eu 15 mois d'assurance chômage au cours des dernières 5 années, là, on va vous dire, écoutez, pendant les premières 7 semaines, cherchez un emploi dans votre spécialité. Mettons que vous êtes un camionneur, là, cherchez un emploi dans le camionnage. Puis après cette semaine, si vous n'avez pas trouvé, là, il va falloir que vous élargissiez votre recherche. Puis là, peut-être que vous allez regarder, voir par exemple, pour être un courrier pour transporter de la malte ou des choses comme ça. Puis vous êtes obligé d'accepter un emploi à 70% de ce que vous faites. Mais à nulle part dans l'assurance-emploi, dans ces modifications-là, on ne demande à quelqu'un de recevoir moins d'argent que ses prestations d'assurance chômage. Ouais, c'est ça, parce que 70%, c'est ce que l'on a quand on est sur l'assurance chômage. C'est ça. Alors que Mme Maltais, elle, bêtement, elle coupe. Mais alors, donc, le fédéral, eux autres, c'est une approche de changer de comportement, de donner les bons incitatifs, alors que le PQ, c'est on coupe. Alors donc, c'est vraiment deux approches différentes et c'est décevant, vraiment. Oui, mais encore là, on coupe. Est-ce qu'on va, on coupe dans ceux qui sont aptes à l'emploi, là? Je veux dire, faut pas juste lancer les roches, là. Non, c'est ça. Mais moi, ce que je préférais, c'est que, c'est 20 millions, là. C'est pas ça qui va faire une grosse différence, là. Ce qu'il faut faire, c'est changer les comportements. Alors, si, par exemple, vous savez sans doute, je présume que je vous apprends rien, là, mais le nombre, vous savez, c'est quoi en moyenne, là, au Québec, là, quelqu'un qui reçoit de l'aide sociale, savez-vous, c'est combien de temps en moyenne? La moyenne est de 9 ans. Non consécutive, mais c'est 9 ans. 108 mois, c'est ça. Alors, c'est un peu beaucoup, là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est encourager les gens à retourner au travail. Pour plusieurs raisons. Pas rien qu'une affaire de sauver de l'argent. Ça, c'est plus ou moins important parce que moi, si je le faisais, l'argent que je sauverais, je la donnerais, j'augmenterais peut-être les prestations sociales, d'aide sociale des gens qui sont vraiment des vrais démunis qui sont incapables de subvenir à leurs besoins. Mais donc, c'est une question de redonner de la dignité à ces gens-là qui, il y a personne qui va être au crochet de la société, là. Tu te sens pas bien, tu te sens mal, tu perds en anglais on dit your self-worth, ta propre valeur. Alors donc, c'est une question de redonner confiance à ces gens-là, de redonner une dignité à ces gens-là et qui contribuent et qui deviennent des membres contributifs de la société. Non, mais là, M. Pouliot, de toute façon, on s'obstinera pas là-dessus. Vous êtes travailleur, vous êtes actif. Puis je peux parler même à Manu qui est avec moi. Vous prenez une journée, là, ça nous est tous arrivé dans notre vie. On prend une journée où on fait rien. On s'assoit, on regarde la télé, tout ça. Le lendemain, on se réveille, c'est comme si on s'était fait passer dessus par un 10 roues. Quand ça devient votre rythme de vie, d'être tout le temps arrêté, à un moment donné, je comprends que ça ankylose, là. Ouais, bien alors donc, on a voté pour des gouvernements qui ont mis, toujours avec des bonnes intentions, la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Alors, on a des élus qui, avec toutes sortes de bonnes intentions, veulent aider les gens qui sont démunis. Mais finalement, on le sait, vous autres, vous le savez dans Beauce, vous êtes des gens travailleurs, vous êtes des gens fiers, puis quand il y a des gens dans le trouble, on va les aider. Je veux dire, les voisins, on regarde. Rappelez-vous, là, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, l'inondation de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. On va aider les gens. Mais moi, je pense que la charité privée, là, ce genre de charité-là privée, c'est bien mieux placé qu'un paquet de fonctionnaires dans le bunker à Québec pour décider si oui ou non quelqu'un a besoin d'aide, combien de temps que tu vas avoir l'aide, à quel point est-ce qu'on va te dire, là, il faudrait que tu te décolles un peu. Alors que si, mettons, votre neveu à vous, là, il est dans le trouble, vous allez l'aider.
Tu sais, c'est sûr qu'on va l'aider, on aide nos gens de la famille, mais nous autres, on sait à quel point le gars commence à abuser, puis à quel point à quel point est-ce qu'il a vraiment besoin d'aide. À un certain point, le neveu, tu vas dire, écoute, mon coco, là, ça fait 3 mois que tu habites chez moi dans mon sous-sol, puis que tu tournes en rond, là, il faut que tu t'occupes de tes affaires. Alors, l'État est pas nécessairement bien placé pour faire ces choses-là. Je dis pas qu'il doit pas le faire, au contraire, mais moi, j'aime beaucoup mieux des organisations caritatives, qu'elles soient séculières ou religieuses, ou des organismes communautaires, ou tout ce tissu communautaire-là qui, moi, je pense, est bien mieux placé là, qu'un paquet de fonctionnaires pour aider les démunis. Oui, puis c'est peut-être un peu pervers, c'est-à-dire qu'à force que ce soit le gouvernement qui paye pour ça, qui nous surtaxe pour ça, nous surimpose, à un moment donné, moi, sans le vouloir, j'aide moins là, mon prochain. J'ai moins d'argent pour le faire, puis je me dis que le gouvernement est là, fait qu'on devient de plus en plus individualiste là-dedans aussi. Là. Faut que ça soit très près de moi, en tout cas, pour que je le fasse. Là. C'est comme si le gouvernement avait nationalisé la générosité. Oui, c'est ça. Oui. C'est un peu bizarre, hein, mais moi aussi, j'ai un peu cette réaction-là. Tu sais, les gens que je vois dans la rue, puis je leur donne de l'argent, mais je me dis, hey, à chaque chèque de paye, là, il y a 40%, 30%, whatever, qui s'en va à payer des fonctionnaires qui vont vous aider. Alors, c'est sûr que les Québécois sont généreux, parce je redonne l'exemple de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, c'est des corvées comme ça, les gens vont le faire, mais ils ont moins d'argent que bien d'autres Canadiens, parce qu'on est tellement taxés on n'est plus capable de donner, là. Je suis d'accord. D'un autre côté, on a fait des choix de société jadis, que je pense que c'est rendu un peu des intouchables, mais quand même, on est content quand on a en profité. Je pense, entre autres, à l'éducation qui nous coûte pas cher, vraiment pas cher même. Je pense aux soins de santé. C'est des programmes qui coûtent énormément d'argent. Comment on va faire un jour pour retourner ça à notre avantage? Il faut revenir, moi, la valeur politique fondamentale du Parti conservateur du Québec, c'est la défense des droits et libertés fondamentaux contre les empiètements du pouvoir de l'État. Ça veut dire que nous, on pense au Parti conservateur que les Québécois sont assez intelligents, assez créatifs pour remplir l'espace qui serait laissé vacant par un recul de l'État. Alors, je vais vous donner l'exemple, mettons, du système de santé. Actuellement, nous autres, on pense que les médecins, ils devraient avoir le droit de travailler dans le privé après avoir fait un certain nombre d'heures, mettons 30 heures par semaine, je sais pas, là, on verra, là, mais un certain nombre d'heures dans le public. Alors donc, ça permettrait d'augmenter le nombre d'heures de prestations des médecins. Là, les médecins ils seraient payés par le client, pas par la Régie de l'assurance maladie, mais par le client. Là, le client, lui, aujourd'hui, on a passé une loi qui nous empêche d'acheter de l'assurance santé privée. Alors moi, je dis, enlevons ça, cette prohibition-là, permettons aux gens d'acheter de l'assurance santé privée, et le marché va se créer, et puis là, les gens vont être assurés, puis ils vont pouvoir aller voir le médecin dans une clinique privée. Alors donc, si on laisse le marché aller normalement, là, je ne dis pas qu'il faut tout déréglementer puis enlever la réglementation, ça en prend, mais permettons aux médecins d'aller travailler dans le privé. Assumons que les gens sont assez intelligents pour, s'ils le veulent, acheter de l'assurance privée pour se couvrir, puis ça va créer un nouveau marché, puis moi je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Un autre exemple, les hôpitaux aujourd'hui, là, si vous êtes un directeur d'hôpital aujourd'hui et que vous voyez un patient qui rentre par la porte, là, ça vous décourage. Pourquoi? Parce que les hôpitaux, ils sont financés sous forme d'enveloppe. Ça veut dire qu'ils ont des budgets globaux fondés essentiellement là, sur les montants de dépenses effectués dans le passé. Alors, ils ont tant pour l'oncologie, ils ont tant pour l'urgence, ils ont tant pour la pédiatrie, bon, tout ça. Alors, ça change pas avec le nombre de clients. Dans une entreprise privée, là, quand le client rentre par la porte, là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, hey, des revenus, youpi, tu sais, un client, ça va des revenus. Le directeur général d'un hôpital, lui, il déprime quand il y a quelqu'un qui rentre parce que, ben non, là, ça va gruger mon budget. Ouais. Alors, tu sais, il faut changer l'incitatif. Les hôpitaux, ils n'ont pas d'incitatif à être plus productifs là, ou améliorer l'accès pour réduire les temps d'attente. Là. Alors, donc, il faut réformer le système de financement pour que les hôpitaux reçoivent un paiement fixe pour chaque intervention médicale. C'est pas juste ça, c'est aussi au niveau des dépenses. C'est un budget de dépenses pour des fournitures. Quand il en reste, on se dépêche à acheter n'importe quoi.
Ah oui, ça, c'est incroyable. Je veux dire, le gaspillage. Le mois de mars, c'est l'orgie là, au gouvernement. Là. Oui. Les autres, leurs états financiers, là, ça finit le 31 mars. Là. Puis il y a des gens qui... je me promène beaucoup maintenant que je suis chef du Parti conservateur du Québec. Là, je parle à tout ça de monde, puis ils me racontent des histoires d'horreur. Là. Il dit, moi, je fais... Il y a un gars qui me dit, un fournisseur, il dit, moi, je fais à peu près les 3/4 de mon année pendant le mois de mars. Là. Mm-hmm. Parce que là, tout le monde panique, puis ils veulent pas se faire couper leur budget. Alors, l'État n'est pas vraiment un bon gestionnaire de fonds. Il y a des gens comme, mettons, M. Legault, là, lui, son approche, c'est, moi, je suis capable de mieux gérer un gros État que Mme Marois ou que M. Charest. Et moi, j'ai dit à François Legault, j'ai dit, François, non, c'est pas vrai. il faut rapetisser la taille de l'État. Je parle pas d'éliminer l'État, là. Je parle de rapetisser un peu la taille de l'État et laisser aux entrepreneurs, aux Québécois, la possibilité de prendre la place. Je vais donner un autre exemple. Mettons qu'on parle des écoles. Bon, les écoles... Faut faire attention, M. Pouliot, parce que là, M. Pouliot, sinon, ça va-tu nous coûter 3% de plus si on laisse juste le privé prendre le... Ouais, quand tu regardes les écoles actuellement, il y a une chose qui va bien au Québec, c'est les écoles privées. Puis moi, ce que je pense, c'est que le problème un peu avec les écoles publiques, c'est que les parents ne sont pas des clients. Ouais, finalement, le gars qui paye, c'est lui qui est le client, puis celui qui paye, c'est le ministère c'est les commissions scolaires. T'sais. Alors donc, ce que ça prend, c'est vraiment que les parents redeviennent des clients. On peut faire comme on a fait, par exemple, en Nouvelle-Zélande, ou au Danemark, ou en Suède, puis donner une espèce de système de bons d'études universel aux parents. Puis là, les parents, ils ont ce bon-là, c'est comme une carte prépayée. Puis là, le parent peut aller choisir son école, puis envoyer à l'école qui veut. C'est plus les commissions scolaires qui décident, c'est le parent. Et donc, là, le parent redevient le client. Et là, on a des écoles qui sont comme, je dirais pas privatisées, mais qui auraient des vrais conseils d'administration et des vrais directeurs d'école qui pourraient vraiment exercer leur leadership en matière de pédagogie et d'administration, puis qui pourraient embaucher les enseignants qui jugent qualifiés, puis qui pourraient les évaluer, puis qui pourraient négocier elles-mêmes les salaires de leurs enseignants avec les syndicats, et puis ils pourraient congédier les professeurs incompétents. Franchement. Ben, pourtant, ça marche dans le privé, là. Alors, les écoles privées, ils font ça. Je comprends. Non, je comprends, mais à un moment donné, il sort tellement de professeurs, j'imagine qu'il faut tous les faire travailler. Votre lien avec le gouvernement conservateur du Canada? Ben, il n'y en a pas vraiment dans le sens où c'est un peu comme le Parti libéral du Canada puis le Parti libéral du Québec. Là, on a le même nom, puis on a peut-être, au niveau des idées, il y a peut-être certaines idées, comme nous aussi, on veut bien gérer les budgets de l'État, puis tu sais, pas avoir de déficit, puis essayer de réduire les impôts. Moi, je propose qu'on réduise l'impôt des individus de 10%, par exemple. Je propose de réduire l'impôt des entreprises. Et puis, c'est un peu la même approche au gouvernement fédéral. Mais il n'y a pas de lien. Vous n'avez pas de lien. Non, il n'y a pas de lien comme tel, là, à part d'avoir peut-être les mêmes idées sur certains sujets, mais il n'y a pas de lien. Mais c'est parce que on s'entend que le Parti libéral, que Canada également, au provincial, on s'est accoquiné, là. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas s'aider de temps en temps, comme, mettons, le Bloc a aidé le PQ lors des élections ou vice-versa. Là. Ça, c'est pas fermé, mais je veux dire, on n'est pas une filiale du Parti conservateur fédéral. Okay. Mais pourquoi avoir pris le nom Parti conservateur du Québec? Parce que vous voulez quand même de grands changements. Ouais, ça c'est intéressant parce que il y a une espèce de paradoxe, parce que les conservateurs d'aujourd'hui, comme moi, sont ceux qui veulent vraiment changer le Québec. Et les progressistes, les gauchistes, là, les révolutionnaires des années 60, aujourd'hui, ils sont ceux qui ont les deux pieds sur le frein et qui veulent rien changer. Okay. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris le nom du Parti conservateur? C'est surtout parce que, d'abord, il y a une marque de commerce qui est connue. J'aurais pu partir mon propre parti puis l'appeler le Parti de la liberté, tu sais, mais là les gens n'auraient pas su vraiment ce que ça veut dire, pas plus que, tu sais, il y a un parti qui s'appelle, je pense, le Parti de la Constituante, tu sais, ça veut rien dire. Alors donc on a pris un nom qui est connu. Je pense que notre objectif d'abord, c'est de parler aux anciens adéquistes déçus, aux caquistes qui pensaient que M. Legault allait vraiment être un parti, la CAQ c'est un parti à droite du centre, mais finalement ils réalisent que vraiment
la CAQ, c'est un peu comme un boyau d'arrosage percé. Tu sais, ça pisse à gauche, ça pisse à droite, on sait pas où est-ce que ça s'en va. Alors donc, notre objectif, c'est d'aller chercher ces gens-là, et évidemment aussi ceux qui ont voté pour le Parti conservateur fédéral aux dernières élections, et finalement, tous ceux qui veulent du changement. Alors donc, on pense que c'est un nom, c'est sûr que pour certains, ça a une connotation négative, mais pour ma clientèle de base, si on veut, là, tous les orphelins politiques qui croient que notre province file depuis trop longtemps dans la mauvaise direction, on pense que c'est un bon nom. Ça veut dire quelque chose. Il s'agit de faire comprendre aux gens que le Parti conservateur du Québec, c'est pas de la droite morale, entre guillemets, là, nous, on est pro-choix, parce que, encore une fois, je reviens sur le concept politique fondamental de notre parti, c'est les droits et libertés individuelles. Okay. Alors donc, nous, on veut pas... Je suis en faveur des valeurs traditionnelles du Québec, le travail, l'excellence, l'effort, un peu comme vous et moi, on élève nos enfants, là. Mais donc, c'est pas la droite religieuse, là. Alors, donc, je pense que c'est un nom qu'il faut travailler. Mais tout de suite, en partant, je pense que ça nous donne une base d'électeurs potentiels. OK, un peu comme Nixon, c'est-à-dire que vous, pour ou contre le mariage gay? Pour. OK, l'avortement? Moi, je suis pro-choix. Pro-choix, OK. Ben, c'est ça, c'est de laisser l'individu choisir. Ben oui, c'est ça, tu sais. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, à décider avec qui vous allez vous unir ou qu'est-ce que vous faites dans votre chambre à coucher? Moi, j'ai des très bons amis qui sont des couples gays, puis j'ai pas de problème avec ça. Alors donc, c'est toujours une question de faire confiance aux gens, puis bon, c'est sûr que quand tu mets de l'importance sur les droits et libertés individuelles, il y a un corollaire à ça. Puis le corollaire, c'est la responsabilité puis les obligations individuelles. Ça veut dire que les citoyens libres assument leurs obligations, la responsabilité de leurs choix et les conséquences de leurs actes sans s'attendre à ce que l'État le fasse à leur place. Et en 30 secondes, avant de se quitter, allez-vous présenter des candidats dans toutes les comtés et circonscriptions aux prochaines élections? Ah, c'est l'objectif, c'est sûr. Là, on commence justement à recruter des gens, à bâtir l'organisation. Moi, je vais me présenter peut-être dans la région de la Beauce, peut-être dans la région de Québec. Là. Moi, j'ai été élevé à Québec, alors donc c'est des endroits que je connais bien. Puis je pense que c'est un terreau fertile pour des gens qui sont à droite du centre, là, comme nous autres. OK, donc Beauce ou Québec pour vous. Donc vous serez candidat dans notre région probablement. Ben, dans une des régions, là, je dirais, tu sais, les anciennes régions, les régions où l'ADQ était fort, là, okay. Ça, c'est notre terreau à nous autres, ça. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup, M. Pouliot. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Au revoir. Bonne journée. Adrien Pouliot, qui est le chef du Parti conservateur du Québec.